Bonjour Christelle. Bonjour Tom. Alors nous arrivons au 43e CITREP du 4 juin 2017 et les choses se compliquent, elles s'aggravent, hein, puisque tu me disais que les dernières 24 heures ont été tellement intenses qu'elles représentent l'équivalent de 25 à 30% de ce que des bombardements sur toute la semaine. Hein. Ouais. Donc ça représente quand même une substantielle augmentation des agressions de la part de l'armée ukrainienne. Hein. Ouais, et ce malgré le tout nouveau cessez-le-feu qui a été instauré le 1er juin. Puisque durant la semaine écoulée, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 389 reprises, donc on était déjà plus que la semaine dernière, au cours desquelles 3632 projectiles d'un calibre interdit par les accords de Minsk ont été tirés, donc je rappelle artillerie, mortier et chars d'assaut. Donc là on avait une baisse en nombre de projectiles lourds, mais on avait une hausse en termes de nombre de violations. D'accord. Donc très certainement cette baisse au niveau des projectiles lourds est liée à ce nouveau cessez-le-feu. Mais de vendredi à samedi, 54 nouvelles violations, dont des tirs de lance-roquettes multiples grades, ont été enregistrés. Et ces dernières 24 heures, c'est 60 violations de plus, au cours desquelles plus de 900 obus sont tombés. Donc je rappelle, obus de mortier, d'artillerie et de chars d'assaut de nouveau. Donc plus de 900 obus par rapport à 3632 pendant toute la semaine. Ça fait quand même beaucoup pour 24 heures. Hein. Ouais. Les tirs de la semaine ont touché en tout 40 localités de la République. Donc là, on a explosé les scores. Hein. On était à une trentaine la semaine dernière. Là, c'est monstrueux. Donc je ne donne pas de liste des localités les plus touchées parce que sinon, là, on va faire une liste à l'après-vert. Oui. C'était déjà long habituellement, mais là, dramatiquement long d'ailleurs. Là, ça touche vraiment toute la ligne de front. Par miracle, ces tirs n'ont fait un seul mort parmi les soldats de la RPD et deux blessés parmi les civils. Ce qui fait que depuis le début de l'année, nous en sommes à 14 morts et 147 blessés parmi les civils en République populaire de Donetsk. Ouais. Je parle juste des civils, hein, je ne parle même pas des soldats. Ouais. Ces bombardements ont aussi endommagé ou détruit 23 habitations en RPD, donc moins que la semaine dernière. Mais ils ont aussi touché une usine de tracteurs, une station de remplissage agricole où 9 unités de matériel agricole ont été endommagées. La station d'épuration de Donetsk a de nouveau été bombardée vendredi et donc privée de courant. Et l'armée ukrainienne s'est rattrapée en termes de destruction la nuit dernière en endommageant 15 habitations et des lignes électriques lors des bombardements de Dokuchaevsk, Staromikhaïlovka et Yassinovataya. Donc c'est bien, en 24 heures, on a fait presque autant que durant toute la semaine. Et bien sûr, ça montre bien qu'ils se sont bien lâchés. Hein. Voilà, puis bien sûr, tout ça, c'est comment je dirais, des installations militaires, hein, n'est-ce pas, hein? Voilà. Des habitations avec des civils dedans. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est des terroristes, hein, forcément. Tout à fait. Des babouchkas terroristes, voilà. Des petits-enfants de 2-3 ans. C'est pathétique. C'est dangereux. C'est vraiment n'importe quoi. Ouais. Ici, ça fait un peu rire jaune, les gens. Hein, cette appellation de terroriste, j'en discutais encore hier avec des gens d'ici et ça les fait un peu halluciner, ce truc-là. Hein. Est-ce que la partie ukrainienne y croit encore à cette appellation-là? Je sais pas. C'est infamant quand même, en plus, de traiter des civils de terroristes. Parce qu'à la base, les militaires de l'armée de la DNR sont des civils qui sont devenus militaires pour défendre leur terre. Hein. Oui. Donc c'est du grand n'importe quoi. De toute façon, ça ne correspond pas du tout à la définition du dictionnaire. Alors, j'encourage les gens à aller ouvrir un dictionnaire, regarder ce qu'est un terroriste. Ouais. Parce que pour l'instant, il y a quand même des morts du côté de la DNR. Hein. Pas de l'autre côté, hein, ou très peu. Et quand c'est des morts de l'autre côté, c'est parce que c'est des false flags. Hein. Voilà, donc justement de ce côté-là, cette semaine a vu une nouvelle escalade en termes de provocation de l'armée ukrainienne contre les localités sous son contrôle, avec des tirs effectués par l'armée ukrainienne et les bataillons néo-nazis contre Krasnogorovka et Avdiivka, encore une fois. Le 28 mai, donc des tirs venant de deux directions différentes ont frappé Krasnogorovka, qui se trouve, je rappelle, en territoire occupé par l'armée ukrainienne. Ouais. Des tirs qui ont blessé une civile et endommagé plusieurs bâtiments, dont l'hôpital de la ville. Bien entendu, les médias ukrainiens ont hurlé au bombardement de la part de l'armée de la RPD. Bon, sauf qu'après enquête, en analysant les photos et vidéos prises sur place et les témoignages des civils, il s'avère que le bombardement venait bien de l'armée ukrainienne.
et plus précisément des positions de la 92e brigade située à Marinka et Kurachovo. Donc l'armée ukrainienne a utilisé de l'artillerie lourde, des mortiers et des lance-roquettes multiples grades, ceux-là ils ont été tirés depuis Kurachovo. Sur les 23 tirs ayant touché la localité, 9 seulement venaient de Marinka, le reste venait de Kurachovo. Alors, on mettra une petite carte pour montrer comment sont disposées les deux villes. Donc Marinka est vraiment très près de la ligne de front, près de la périphérie de Donetsk. Par contre, Kurachovo est vraiment à l'opposé, quoi. Il est vraiment à l'ouest, quoi. Donc c'est pour expliquer deux trois petits faits troublants que je vais expliquer maintenant. Puisque donc suite à ces tirs, les officiers russes du centre conjoint de coordination et de contrôle du cessez-le-feu n'ont pas été autorisés à aller inspecter les zones bombardées. Comme par hasard. Donc ça, c'est déjà pas normal. Les observateurs de l'OSCE n'ont pas été autorisés pendant 2 jours à aller sur la zone bombardée. Ils ont pu y aller que 48 heures après. Ça aussi, c'est pas normal. Bah, de toute façon, quand on a quelque chose à cacher... Voilà. Et ces mêmes observateurs n'ont rapporté que les dégâts liés aux tirs venant de Marinka et pas ceux liés aux tirs de grade venant de Kurachovo. Bon, donc soit le côté ukrainien leur a caché les destructions liées au grade, soit ils sont vraiment très complaisants. Mais bon, là, quand on voit tout ça, il n'y a plus beaucoup de questions à se poser sur qui a fait le coup. Parce que bon, quand les gens regarderont la carte qu'on va mettre avec la vidéo, l'évidence saute aux yeux. Donc si les tirs venant de Marinka peuvent facilement être attribués à l'armée de la RPD en bidouillant l'angle de tir mesuré sur le terrain de quelques degrés, pour les tirs venant de Kurachovo, c'est beaucoup plus problématique. Je veux dire, il y a une telle distance par rapport à la ligne de front que ça peut pas coller, quoi. Oui, c'est clair. Voilà. Faut d'ailleurs souligner que ce bombardement sous faux drapeau a aussi fait des victimes parmi les soldats du régiment Azov, dont les positions temporaires se sont retrouvées sous le feu de leurs camarades de la 92e brigade. Le régiment aurait subi des pertes lourdes avec environ 10 morts et 15 blessés et 7 pièces d'armement endommagées, quand même. Et là, quand même, d'avoir des grosses frictions de nouveau entre les bataillons néo-nazis et l'armée régulière. Et le 30 mai, malgré des avertissements de l'armée de la RPD sur la préparation de nouveaux false flags, l'armée ukrainienne a de nouveau tiré sur Avdiivka à 19h30. C'est la 72e brigade qui a tiré sur la ville, y compris sur la zone résidentielle près de la coquerie d'Avdiivka, dont on a parlé déjà dans plusieurs sites rep. 3 civils ont été blessés par des shrapnels de mortier. Alors, je vais rappeler qu'à cet endroit du front, l'armée de la RPD a reculé ces mortiers de plus de 4 km de la ligne de contact et que les mortiers utilisés ont une portée de 3 km au maximum. Donc, seule l'armée ukrainienne pouvait mener ces tirs. Oui, bah, de toute façon... Ça se cumule, je veux dire, on a 43 sites rep, c'est récurrent, je veux dire, pratiquement dans tous les sites rep, voilà, bon... Bah, on en a, quoi. Mais bon, là, ça devient... Il y a une multiplication de ces false flags. On en est quand même déjà à 2 ayant touché Avdiivka. On en a un nouveau sur Krasnogorovka. On en avait eu dans le sud, près de Mariupol, les mois précédents. Là, ça se multiplie quand même depuis 2 semaines. On voit vraiment une tentative de faire porter le chapeau à l'RPD, d'essayer de provoquer des tirs de réplique. Et puis, semble-t-il aussi une volonté de pousser la population civile de la zone occupée à détester la RPD en collant ces bombardements sur le dos de l'armée de la République populaire de Donetsk. Bon, les gens sont pas dupes quand même. Ben oui, parce que bon, il y en a quelques-uns qui ont certaines des notions géographiques, ils savent très bien que quand ils ramassent des missiles dans le dos alors qu'ils ont la DNR en face, c'est que ça vient pas de la DNR. Voilà, c'est exactement ça. Du côté de l'armée ukrainienne, les désertions prennent une proportion littéralement affolante. Résultat, les forces armées ukrainiennes lancent pour tout le mois de juin une chasse active aux déserteurs. Puisqu'au total, d'après les documents du quartier général de l'opération antiterroriste, soi-disant obtenue par l'armée de la RPD, depuis le début de la guerre, 10 230 soldats ukrainiens ont déserté de la zone de la soi-disant opération antiterroriste. Ah oui, ça fait du monde quand même. Alors par rapport au mois précédent, au mois d'avril, c'est 1700 de plus quand même. Ouais, et il semblerait pas que ce soit appelé à diminuer, vu comme la situation se dégrade. Non, pas vraiment, puisque rien que durant la période du 11 au 17 mai,
67 soldats ukrainiens ont déserté, 81 de plus du 18 au 25 mai, et durant la semaine écoulée, c'est 127 soldats ukrainiens qui ont déserté. Donc ça va crescendo. Hein. La plus grande partie des déserteurs vient justement des 72e et 92e brigades qui ont été impliquées dans les bombardements sous faux drapeau, hein, dont on a parlé précédemment. Bon, il semble que ce genre de méthode soit pas tellement du goût des soldats ukrainiens en question, hein, qui ont dit oula, attends, on nous fait faire quoi là? Oh, non, mais moi je me casse. Résultat, la garde nationale et le SBU sont arrivés sur zone pour mener les recherches, mais aussi pour empêcher de nouvelles désertions en jouant le rôle en gros d'unité de barrage, hein, tout en servant aussi à boucher plus ou moins les trous laissés par ces désertions massives. D'ailleurs, l'ancien ministre de la Défense ukrainien a avoué à la télé sur la chaîne 112 que si Kiev essaye d'enrôler plus ou moins de force les officiers sortis des écoles militaires, on en avait parlé, c'est pour combler justement le manque de personnel flagrant dans l'armée ukrainienne. Hein. Là, j'ai vu passer juste avant le site rep une statistique sur une des unités, ils sont à peine 55% de taux de remplissage, quoi. Hein. Ah non, mais c'est une cata, et c'est pour ça aussi que ça pousse probablement Kiev à précipiter leur fameuse offensive, malgré le fait qu'ils vont prendre une raclée, ils le savent. Hein. Ouais, c'est ça, c'est pour ça qu'ils multiplient les provocations, hein, pour essayer de justifier une offensive en disant regardez, ils nous ont tiré dessus, c'est de leur faute. Quoi. Évidemment, ils font ça pour que l'OTAN soit engagée ensuite dans l'affaire. Hein. C'est ça, quoi. Hein, ils espèrent toujours que l'OTAN va venir leur prêter main forte. C'est ça. Mais pendant ce temps-là, le procureur militaire ukrainien, Anatoly Matios, a décidé de poursuivre des soldats des bataillons néo-nazis qui ont commis des crimes dans le Donbass. Hein. Donc je rappelle, c'était ce procureur qui avait mené ce procès contre les soldats du bataillon Tornado, hein, le fameux bataillon qui avait torturé, violé, tué des gosses, des femmes, des hommes. Donc là, il semble que Matios, dans la droite ligne, semble décidé à nettoyer ne serait-ce qu'un petit peu les écuries d'Ogias que sont les bataillons néo-nazis. Hein. Donc il a déclaré avoir lancé des procédures pénales contre plusieurs soldats du régiment Azov qui sont accusés de meurtre et d'autres contre des soldats de secteur droit accusés de viol, enlèvement et trafic d'armes. C'est charmant, hein. Donc bon, ça veut dire clairement que leurs crimes atteignent de tels sommets qu'il devient urgent de punir les pires criminels au sein de ces bataillons pour éviter que ça fasse un peu trop tâche. Hein, voilà. Le tout sur fond de conflits de plus en plus violents, comme je le disais, entre les unités régulières de l'armée ukrainienne et ces bataillons néo-nazis. Donc on voit qu'ils essaient de cacher la merde sous le tapis, hein, parce qu'il y en a tellement que là... ça déborde. Hein. Ça déborde. Hein. Ouais. C'est simple. Hein. Donc, si on regarde en République populaire de Donetsk, le 1er juin, pour la journée internationale des enfants, plus de 10 000 personnes se sont réunies à Donetsk pour rendre hommage aux plus de 150 enfants qui sont morts lors de la guerre du Donbass. Cette campagne intitulée Les Anges a eu lieu aussi en Russie et en République populaire de Lugansk. Des commémorations ont aussi été organisées en plusieurs endroits, en Allemagne à Berlin, Hambourg, Munich et Quakenbrück. En Italie et en Grèce au sein des bureaux représentatifs de la République populaire de Donetsk. En France, il y a eu aussi un événement à Lyon grâce à l'association Ouest-Est de Nicolas Mirkovic. Il y a eu des événements aussi en Serbie et en Ossétie du Sud. Donc à Donetsk, des centaines de lampions chinois ont été lancés par les gens qui s'étaient rassemblés. Et malgré le nouveau cessez-le-feu entré en vigueur à minuit le jour même et le fait que l'armée ukrainienne avait été avertie de cette opération de se lancer de lampions, les soldats ukrainiens n'ont rien trouvé de mieux à faire que de tirer à la mitrailleuse sur les lampions près du centre Volvo, à côté de l'aéroport. Ah oui. Mais je pense que c'est précisément parce qu'ils ont été avertis de ça qu'ils l'ont fait exprès. Ah, vraiment, ça a gerbé, là. Le même jour, dans la partie du Donbass occupée par l'armée ukrainienne, une jeune fille de 14 ans a été violée puis assassinée à Andreïevka, alors que la localité est occupée par les soldats ukrainiens. Voilà comment l'Ukraine a célébré la journée internationale des enfants. C'est abject. Absolument abject, à vomir. Vraiment, à vomir, là vraiment j'ai plus d'autres termes là. Ouais, mais ils je ne font comprends que... même pas comment on peut faire ça, c'était vraiment, enfin là c'est ignoble. Vraiment, il faut toujours se rappeler que ces gens-là sont systématiquement et continuellement soutenus par les pouvoirs politiques français et allemands qui sont pourtant garantis la garantie de l'application des accords de Minsk. Hein. Voilà. Et qui ne disent rien, parce que ça c'est un crime de guerre, hein, évidemment. Hein.
c'est absolument abject. Il ne se passe rien dans les médias occidentaux pour dénoncer ça. Et c'est pas la première fois, c'est pas des cas isolés. Et malheureusement beaucoup d'autres cas de mineurs qui ont été violés par des soldats ukrainiens et parfois assassinés. Et ça, les médias occidentaux n'en parlent pas. Si on regarde l'évolution générale de la situation en Ukraine, le gouvernement ukrainien veut légaliser ces prisons secrètes. Le gouvernement ukrainien a en effet présenté à la Rada un projet de loi visant à légaliser les centres de détention provisoire du SBU, qui sont qualifiés de prisons clandestines par les défenseurs des droits de l'homme. Selon le projet de loi publié sur le site de la Rada, le gouvernement ukrainien a proposé donc de légaliser les prisons du SBU, alors que l'année dernière, les ONG comme Human Rights Watch et Amnesty International avaient quand même tiré la sonnette d'alarme en disant que le SBU disposait de centres de détention cachés, dont l'un se trouve à Kharkov. Bon, pour avoir moi-même assisté à l'interview de l'une des rescapées de ces prisons, faut savoir que la torture, le viol quasi systématique des jeunes femmes et les exécutions sommaires, ils sont permanents. Et voilà ce que l'Ukraine veut légaliser, quoi. L'équivalent de Guantanamo puissance 10, quoi. Enfin... Un nazi et demi, hein. Ouais, mais là, c'est quand même assez hallucinant. Et personne ne dit rien en Europe. On s'occupe des droits de l'homme, de prétendues violations des droits des homosexuels en Tchétchénie, mais... C'est l'instrumentalisation, comme le faisaient d'ailleurs les ONG financées par George Soros en Russie. Oui. C'est-à-dire que l'essentiel, en fait, c'est d'incriminer la Russie, le Kremlin, Poutine, de les faire passer pour un horrible dictateur, avec une société... une société russe barbare, enfin toutes ces conneries-là qui ne sont en fait étayées par aucun document, même visuel, rien, qui sont de la pure propagande. Hein. C'est ça. Et à Odessa, on avait parlé de ce triste anniversaire du 2 mai 2014. Des audiences sont en cours au tribunal de Tchernomorsk, mais les audiences ont été perturbées par des lancers d'œufs contre le bâtiment du tribunal. Résultat, les audiences ont été suspendues. Bien entendu, ce lancer d'œufs est le fait de membres non identifiés d'organisations publiques, entre guillemets. Bon, en clair, c'est des néo-nazis ukrainiens, je veux dire, c'est juste... Il y en a qui veulent pas appeler un chat un chat. Ouais. Voilà, donc c'est magnifique, la justice est pas prête d'être rendue dans cette histoire. Et l'Ukraine post-Maïdan est une telle gabegie que l'Union européenne vient à sa rescousse pour lutter contre la corruption. Donc, prière de ne pas s'étouffer de rire. L'Union européenne aider l'Ukraine à lutter contre la corruption. Voilà. C'est ce qu'a déclaré jeudi Johannes Hahn, le commissaire européen à l'élargissement et la politique européenne de voisinage. Donc selon ce charmant monsieur Hahn, l'UE a lancé en Ukraine un projet destiné à un coup de pouce à Kiev dans sa lutte contre la corruption. Donc, dans le cadre de ce projet, des experts européens aideront à développer les services et commissions anticorruption déjà en place en Ukraine. Il s'agit plus particulièrement d'accorder une assistance aux autorités ukrainiennes pour mettre au point des amendements à la législation anticorruption. Le programme prévoit également d'impliquer l'opinion publique dans cette activité et l'UE se propose d'accorder un soutien financier à l'Ukraine en la matière. Bah tiens donc, voilà, vous savez où votre argent va partir pour lutter soi-disant contre la corruption en Ukraine. Alors ça servira à rien parce qu'elle est tellement endémique en Ukraine que... Non mais je vais être mauvaise langue. En réalité, c'est une autre manière de verser de l'argent à l'Ukraine. Il faut bien trouver un prétexte. Hein. Oui, on peut pas dire on va vous filer de l'argent pour que vous puissiez aller massacrer les civils du Donbass. Hein. Bah oui. Ça fait un peu tâche quand même. Hein. Et pendant ce temps-là, à Kiev, Poroshenko continue la picole. Après l'invasion russe imaginaire, voilà, qui nous sort l'équivalent ukrainien des dents de la mer, des tentacules du Kremlin. Hein, voilà. Non, mais là, il fait fort Porky. Hein. Il n'a pas lésiné sur les mots pour exprimer donc ses craintes face à la ville et omniprésente influence russe. Donc, c'est donc suite à sa fameuse décision d'interdire les réseaux sociaux russes en Ukraine. Poroshenko nous a gratifié d'un article dans Politico paru à l'occasion du sommet du G7, dans lequel il déclare que la Russie mène contre son pays, je cite, une guerre hybride. Hein, ça fait toujours bien, ça fait genre. Et que, je m'étouffe de rire d'avance, et que, je cite, les tentacules du Kremlin
s'étendent pour atteindre les gorges des capitales clés de l'Europe et de ses alliés de l'Alliance Atlantique. J'en peux plus sérieusement. On se croirait vraiment dans un film d'horreur de série B, parce que vraiment là, c'est... Ah, non mais bon, parce que bon, des tentacules qui font des cyberattaques comme l'affirme Poroshenko, en mode terrifié. Enfin, là, c'est vraiment pathétique. tu sais plus ce que tu dois dire là. Tu sais pas, là, je sais vraiment pas ce qu'il boit, mais il faut vraiment qu'il arrête. Il a plus de neurones. Là, c'est un vrai scénariste pour qui, hein. C'est un vrai scénariste, hein. Ouais, faudrait lui proposer d'écrire des scénarios pour Hollywood, parce que là. Ah bah oui. Ah bah là, c'est l'idéal, hein. Il serait dans son élément là. Non, mais il faut qu'il arrête président, ça marche pas. Le premier vice-président du comité du Conseil de la Fédération de Russie pour la défense et la sécurité, Franz Klitsevich, a qualifié cette histoire d'absurde. Enfin, je veux dire, les tentacules du Kremlin. Enfin bon, là, là, on est dans l'imagination débordante en mode narcotique, là. Hein. Là, il n'y a plus que de la picole, là, ou alors il picole de l'absinthe. Voilà, ou alors des chocolats au cannabis. Hein. Je pense que ça doit être ça. Il fabrique ça. Il y a une petite série qui sort de son usine. Hein. C'est des chocolats avec de la weed. Et puis il tape dans le stock. Hein. Et là, c'est vraiment pas possible, quoi. Et pendant ce temps-là, à Kiev justement, une rixe a éclaté dans le conseil municipal de la ville. C'est pas la première fois, hein. Mais là, le 1er juin, les conseillers municipaux de Kiev ont débuté leur réunion par une traditionnelle bagarre. Cette fois, c'est une altercation entre combattants de bataillons de volontaires, donc en clair de bataillons néo-nazis, et des conseillers municipaux d'un côté et les forces de l'ordre de l'autre. Donc il y a même eu une porte défoncée durant la bagarre, donc ils y sont pas allés de main morte. Donc l'altercation a eu lieu à côté de la salle de réunion. Le conflit a éclaté après que les volontaires, donc les néo-nazis, aient tenté d'entrer dans la salle d'audience parce qu'ils n'étaient pas contents du fait que les conseillers municipaux ne prennent pas de décision sur la reconnaissance de ces volontaires néo-nazis en tant que combattants dans le Donbass. Donc tout ça a été publié dans un journal, le journal dépôt.ua, qui a cité son correspondant qui a été témoin des événements. Je cite: après la bagarre entre les volontaires et la police, le conflit a été réchauffé par certains membres du conseil municipal du parti Svoboda, donc je rappelle un parti néo-nazi ukrainien. Bah oui. Ensuite, la police anti-émeute a été contrainte de quitter les couloirs du conseil municipal. Là, il n'y a pas à dire, c'est classe l'Ukraine démocratique. Hein. Bon, sauf erreur, moi j'ai vu une séquence vidéo, que j'ai pas vu en entier, où on voit bien la distribution des quetchs entre les différents intervenants. Hein. Là on sentait que c'était c'était la solidarité là. Hein. On sentait bien le. Là, ils osent appeler le Maïdan la révolution de la dignité. Comment dire? Elle est où la dignité quand aussi bien la Rada que les conseils municipaux se transforment en ring de boxe. Là, il faut qu'on m'explique quand même. Hein. On n'est pas chez les gens civilisés, là. Faut arrêter les bêtises. Ouais. Donc voilà la situation. Donc on voit que l'Ukraine, ça devient une gabegie géante. L'armée ukrainienne se disloque par morceaux entiers. Comme je l'avais promis la dernière fois, j'ai fait donc un article de synthèse sur l'histoire de l'Ukraine. Oui. Jusque à la période anté-Maïdan. Donc on mettra le lien dans la description de la vidéo. Il y aura 3 autres articles qui vont suivre. Oui. Donc je rappelle aux gens, s'ils veulent une version vidéo de cet article et des suivants, qu'ils nous le fassent savoir. Si les gens veulent un article de synthèse sur un sujet particulier qui pose question, qui n'est pas forcément clair, n'hésitez pas. Je ne sais pas si je pourrais forcément le faire tout de suite, mais j'essaierai au mieux en tout cas. Mais bon, on voit une escalade. Là, je dis, le nouveau cessez-le-feu. On n'a même pas vu de réelle baisse du nombre de violations du cessez-le-feu juste après. J'ai passé la nuit à Biezimenoye du 1er au 2 juin, donc 24 heures après l'entrée en vigueur de ce nouveau cessez-le-feu. On entendait des tirs au loin qui venaient depuis Chirokino, donc qui est tenu par l'armée ukrainienne. On était dehors tranquillement et on entend ça, mais ils ont même pas attendu la nuit tombée, hein, dès 17-18 heures ça tirait déjà. On était là en train de se dire, mais c'est quoi ça pour un cessez-le-feu, quoi.
Ouais. C'est pas un cessez-le-feu, c'est une blague géante. Donc les gens n'ont pas vu une grosse différence avant, après. Donc là, ça c'est quand même mauvais, c'est quand même très mauvais signe, parce que les cessez-le-feu précédents, ils devenaient de plus en plus rapprochés, et ils ont de moins en moins d'impact réel sur le nombre de violations et le nombre d'obus qui tombent sur les civils et sur les soldats de République populaire. Donc la tendance vers l'escalade, elle se poursuit avec un très léger décrochage, et puis ça repart tout de suite. Ça tient pas, ça tient pas. Donc là, c'est assez inquiétant, effectivement. Puis avec l'armée ukrainienne qui tombe en morceaux comme elle est en train de le faire de manière accélérée, il y a un moment où de toute façon l'armée ukrainienne le quartier général n'aura plus d'autre choix que de lancer l'offensive tant qu'il leur reste encore des unités, quoi, parce que sinon il ne restera plus que les bataillons néo-nazis et les soldats ukrainiens qui ont la même mentalité que les bataillons néo-nazis en question, quoi, parce que tous les gens normaux, ils sont partis en courant, quoi. Ce qui indique l'imminence du lancement de cette offensive finale, tant qu'il reste encore des effectifs, et puis la possibilité que l'OTAN puisse intervenir aux côtés des forces ukrainiennes contre d'abord la DNR et la LNR, et puis dans la perspective de s'en prendre à la Russie tout de suite après. Donc je sais pas à quel point cette offensive est imminente, mais on se dirige vers ça de toute façon. On voit pas de désescalade, on voit pas de réelle tendance à une diminution du nombre de bombardements et d'obus qui sont tirés. Donc là, c'est quand même assez mauvais, quoi. C'est quand même assez mauvais. Si on reste sur cette pente ascendante, d'ici quelques semaines, on va atteindre les mêmes seuils que ceux de la grande escalade qu'on a eue fin janvier, début février. Donc là, c'est bien gentil pour tous les dirigeants comme Merkel et Macron de jacasser sur l'application des accords de Minsk. Ça serait mieux qu'ils se mettent au boulot en tant que garant de ces mêmes accords, et qu'ils fassent pression sur Kiev pour que le cessez-le-feu soit réellement appliqué. Parce que si on fait un nouveau cessez-le-feu tous les 15 jours et que... ça n'a pas de sens, c'est juste du marketing. Ça change de l'epsilon. C'est du marketing. C'est ça. C'est juste ça. Donc, c'est de la com. Si c'est pour en arriver là... faut arrêter de faire perdre du temps à tout le monde, quoi. C'est ça. Je veux dire, arrêtez le blabla, arrêtez entre guillemets l'hypocrisie diplomatique de bon ton, dites ouvertement les choses, et puis... parce que le Kremlin va pas rester éternellement tranquille et patient. Non, on le voit d'ailleurs, suite à la petite sortie de Macron concernant Russia Today et Sputnik, je sais pas si tu as vu, mais l'AFP n'a pas été invité... à Saint-Pétersbourg. Parce que... au forum. Ça a été justifié en disant que oui, seules les agences de journalistes étaient invitées. Donc ça, c'était la réponse du berger à la bergère. Donc là, la Russie, fidèle à son habitude, prend des sanctions asymétriques. Vous crachez sur Russia Today et Sputnik, et on vous fait la même avec l'AFP, puisque l'AFP dépend de l'État français. Absolument, il y a un lien, absolument. Donc voilà, donc je pense que on va voir maintenant la Russie répondre, je pense, de plus en plus à ce genre de débilité. Et d'ailleurs, Poutine a fait une interview au Figaro où il dit clairement que l'application des accords de Minsk ne dépend pas de la Russie, mais bien du gouvernement ukrainien. Il a rappelé que la Russie n'est que garante de ces accords et pas partie prenante. Et comme l'Allemagne et la France, la Russie est au même niveau que la France et l'Allemagne. Ils sont juste garants, c'est-à-dire que la Russie peut forcer la DNR et la LNR de calmer son jeu,
Mais comme c'est les néo-nazis et l'armée ukrainienne qui est très majoritairement l'agresseur, elle peut rien faire. Alors on lui accuse de quelque chose qu'elle ne peut pas contrôler. Oui, c'est cynique, hein. Donc ça prouve que l'objectif il n'est pas que ça se calme sur le terrain. Hein. Du tout. C'est tout. Donc voilà quelle est la situation. Donc le prochain SITREP normalement devrait avoir lieu le samedi comme d'habitude. Ouais. Voilà, parce que là effectivement je pouvais pas parce que j'étais sur le terrain, donc j'ai passé 2 jours dans le sud de la République populaire de Donetsk, donc dans la zone de Komintarnovo, Sakhanka, et puis près de Chirokino où j'ai pu me rendre sur position. Ouais. Donc on a pu constater la situation sur place, hein, donc, quel était l'état du cessez-le-feu. Et puis comme on peut le voir, c'est pas ça, mais bon, donc pendant ces quelques jours, c'était un peu compliqué d'être présente. Bah donc, oui, mais c'est normal. Hein, le décalage du SITREP. Mais bon, donc normalement à partir de la semaine prochaine, on reprend les dates normales de tournage et de publication de nos rapports de situation. Voilà. Okay. En tout cas, merci encore une fois, Christelle, de ton travail et puis de la vision du terrain que tu nous offres. Parce que grâce à toi, on sait ce qui se passe vraiment dans le Donbass et pas à travers la propagande qui vous décrit comme des terroristes. Hein. Voilà. Enfin. Voilà. Je te dis à samedi prochain. À samedi. Au revoir, Christelle. Au revoir. Merci.